Jean-François Sirinelli est professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, spécialiste d'histoire politique et culturelle. Il publie chez Odile Jacob Le temps qui passe, la France qui change, un livre dans lequel il est beaucoup question de cinéma et de chansons. Il s'interroge notamment sur la longévité de certains succès, comme par exemple la chanson de Michel Sardou, Les Lacs du Connemara, le film de Gérard Houry, La Grande Vadrouille, qui sont autant de succès qui traduisent en leur temps l'évolution de la société française et aussi une certaine culture de la France populaire. Mais pourquoi certaines œuvres de ce monde d'images et de sons font-ils toujours partie de la culture commune? Bonjour Jean-François Sirinelli. Bonjour. Alors c'est vrai, certains chanteurs traversent les époques et les années, on les qualifie alors d'indémodables. Absolument. Alors, si vous voulez, ces chanteurs indémodables et ces airs indémodables sont le reflet, ou plus exactement l'écho de l'image et du son. Nous vivons, on va pas le rappeler à des gens qui sont en train de nous écouter, donc qui écoutent du son, mais nous sommes depuis maintenant plus d'un demi-siècle dans une société qui baigne dans l'image et dans le son. Si on doit le leur rappeler, c'est qu'en fait, ça n'est pas évident. Jusqu'aux années 30, par exemple, la radio ne concerne dans les années 20 que 50 000 foyers. Et d'un seul coup, ça va augmenter. Et à la fin des années 30, nous serons à 5 millions de foyers. Donc vous voyez, il y a eu une première révolution qui a été le portage du son à domicile et donc le partage de ce son. Et dans un second temps, bien évidemment, il y a eu la même chose pour l'image sonorisée et animée, c'est-à-dire là, l'image et le son à domicile. Je le répète, ça nous paraît, évident, mais pour l'historien qui traque justement l'évidence, c'est un phénomène des 60 dernières années. Et pour revenir à votre question, bien évidemment, ces airs indémodables, c'est dans le fond ce que charrie une mémoire collective. Alors, est-ce que ça existe encore autant de nos jours? On y reviendra peut-être un peu plus tard. Paradoxalement, une culture de plus en plus massive va morceler, va fragmenter. Mais pendant longtemps, dans le fond, les Français ont écouté globalement, ou en tout cas ont baigné globalement dans les mêmes airs, et donc il y a eu comme ça ce qu'on appelle couramment des chansons populaires. Est-ce que vous diriez que nous vivons dans une époque finalement marquée par la nostalgie ? Alors, je dirais oui et non. Je m'explique. Incontestablement, ce que nous venons de dire depuis un moment, c'est-à-dire le fait que nous baignons dans l'image, entretient comme un gimmick. Vous savez, le gimmick, c'est un son venu d'avant qui reste en quelque sorte dans l'oreille, comme une image rétinienne reste dans l'œil. Donc, de ce point de vue, ces gimmicks sonores entretiennent chez nous, parce que ça renvoie à des moments de bonheur ou de malheur, ça renvoie à des endroits. Donc, incontestablement, cette image et ce son entretiennent la nostalgie. J'ai dit oui et non, parce qu'en même temps, je pense que tout être humain a droit à la nostalgie. La nostalgie, dans le fond, c'est un sentiment doux amer qui est plutôt sympathique, mais la nostalgie, quelquefois, débouche sur la mélancolie. Pour un être humain, pour un organisme humain, comme pour une société, la mélancolie, elle, a des conséquences éventuellement fâcheuses. Donc, attention, la nostalgie est respectable, elle a sa place, elle élève quelquefois l'esprit, l'âme pour certains aussi, mais méfions-nous, la mélancolie, elle, peut avoir des conséquences pernicieuses au sein d'une société ou d'un être humain. Vous parlez de la force de l'image, du son, de l'image. Et aujourd'hui, on fait de la radio filmée. On mélange le son et l'image. C'est la France qui change. Et comme vous dites, c'est effectivement, vous faites allusion au titre du livre, c'est la France qui change. Effectivement, il y a encore 20 ans, j'ai un certain âge, je suis un baby-boomer. Quand je venais parler à la radio, j'étais dans le monde du son. Maintenant, je suis dans un monde, on va dire, hybride. C'est la France qui change. Alors, avec toute une série de conséquences, bien évidemment, mes collègues sociologues ont analysé depuis longtemps le choc. On parlait déjà à l'époque des grands magazines de photos, du choc des photos. Incontestablement, l'image sonorisée, colorisée est essentielle. Et j'essaye dans ce livre, d'ailleurs, de l'évoquer parce que notre sensibilité, petit à petit, s'est également affiné ou pas d'ailleurs, mais en tout cas a été touché par des images venues d'ailleurs. Cette image venue à domicile fait que le monde est devenu un grand parvis
où on regarde d'une certaine façon, c'est une banalité de le rappeler, mais la banalité, quelquefois, est une réalité justement parce qu'elle est massive, où l'on regarde, disais-je, les bonheurs, mais aussi les malheurs du monde. Et donc, si vous voulez, on a un monde, du coup, quelquefois beaucoup plus nerveux, beaucoup plus volatile à bien des égards. Il faut y réfléchir, ça a des conséquences, y compris politiques. Lesquelles ? Politique, c'est que de plus en plus, l'émotion joue un rôle essentiel dans l'appréhension qu'a le citoyen ou la citoyenne du monde qui l'entoure. Et donc, si vous voulez, par exemple, une démocratie est essentiellement, ou théoriquement plus exactement, fondée sur le logos, c'est-à-dire sur le discours construit et raisonnable. Dans le fond, une démocratie, ce sont des logos ou des logoi qui s'opposent, des discours raisonnables qui s'opposent. Or, petit à petit, le pathos vient un peu ronger, en quelque sorte, ce logos, vient y introduire des ferments qui ne sont pas toujours négatifs, mais qui, la plupart du temps, vous le voyez, exacerbent la tension, donc transmutent, en quelque sorte, l'impression et l'appréhension que chacun d'entre nous peut avoir du monde qui l'entoure. Et donc, vous voyez que d'une certaine façon, ça court-circuite un certain nombre d'éléments qui font la dignité de l'homme et de la femme en société, c'est-à-dire être capable de, non pas de maîtriser le monde qui vous entoure, mais au moins d'en avoir une appréhension correcte, raisonnée et raisonnable. Alors Jean-François Sirinelli, y a-t-il une forme de revanche de la culture populaire ? Je pense par exemple au succès d'un film comme Bienvenue chez les Ch'tis, ou alors plutôt la Grande Vadrouille qui cartonne diffusion après diffusion. Oui, alors c'est compliqué de parler de la culture populaire parce que ça a toujours existé. Je m'explique, quand on regarde, comme mes collègues spécialistes des périodes avant la mienne, si j'ose dire, examinent la culture de l'époque, il y a toujours eu, par exemple, une culture populaire des chansons. N'oubliez jamais que les chanteurs dans les rues, par exemple, en même temps qu'ils chantaient, vendaient des partitions où il y avait les notes et les paroles, en quelque sorte, paroles et musique de ce qu'ils chantaient. Et donc, il y a toujours eu, en quelque sorte, cette culture populaire. Mais il est bien évident que l'image et le son encore plus que l'image d'ailleurs, ont donné à ces chansons populaires beaucoup plus de force. Mais en même temps, et c'est le sens de votre question, il y a toujours eu, enfin pas toujours, il y a eu à un moment donné de notre histoire une sorte de mépris, et notamment d'un certain nombre de milieux culturels qui, confrontés à cette montée de l'image et du son, quelquefois l'ont prise un peu de haut, à tort ou à raison, peu importe. Après, chacun peut avoir son idée de la question. Mais par exemple, dans les années 60, quand la télévision connaît une montée en puissance considérable, un certain nombre de grands hebdomadaires vont parler de la France de Guy Lux. Guy Lux, c'était celui qui, notamment, animait Interville, qui était une grande émission populaire. Donc, il y a eu, à un moment donné, non pas un mépris culturel, mais quand même une sorte, vous le voyez, de prise de haut, en quelque sorte, qu'on voit bien dans les films des années 70. Un film comme Dupont-la-Joie, quand on le revoit aujourd'hui, film d'Yves Boisset, qui a eu un énorme succès, un film comme Dupont-la-Joie, incontestablement, vous présente une France populaire de façon dédaigneuse, on va dire, après, à tort ou à raison, peu importe. Mais incontestablement, il y a ce dédain qu'on retrouve chez un grand dessinateur, par exemple, comme Cabu, qui, quand il dessine le beauf, mon beau-frère, comme il dit, au début, ça n'est pas très sympathique. Et d'ailleurs, tout au long de sa carrière, le personnage du beauf, même s'il change sociologiquement, ne sera jamais très, très sympathique. Donc, vous voyez, il y a cette réticence. Et vous le disiez, vous avez raison, et j'en reviens à votre question initiale, on a vu réapparaître dans cette culture de masse une image un peu réhabilitée. Vous disiez, Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quand même le plus grand succès du 21e siècle en France pour l'instant. C'est-à-dire près de 20 millions d'entrées au cinéma. C'est considérable. Et on pourrait comme ça citer aussi la série Camping, qui est intéressante parce que par rapport à Dupont-la-Joie, le lieu est le même, le camping, mais la façon d'aborder les personnages est diamétralement opposée et probablement de façon volontaire de la part du second.
Et alors, la Grande Vadrouille, symbole de culture populaire du temps qui passe? Alors oui, la grande vadrouille, c'est passionnant parce que nous sommes au milieu des années 60. Donc nous sommes à peine 20 ans après la libération. Et le film, apparemment, est une galéjade. Galéjade, c'est pas péjoratif dans ma bouche. C'est-à-dire qu'il prend les épisodes qu'il relate avec humour, avec distance. Et en même temps, c'est sur un sujet extrêmement profond. C'est la période de l'occupation. Il s'agit d'exfiltrer des aviateurs alliés du territoire. Il y a en toile de fond une forme de résistance. Et donc, c'est un énorme succès. C'est d'ailleurs, avant les ch'tis, avant le 21e siècle, le plus grand succès populaire français au 20e siècle. Et à bien des égards, on pourrait en parler, vous et moi, pendant des heures, parce qu'il y a beaucoup à dire de ce film, de son succès et de sa teneur. Je vous propose d'en écouter un tout petit extrait. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Voilà, attendez-moi quand même. Venez, allons. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Hein. Allez, on rentre. Allez. Mais dites donc, ça fait 2 fois que vous faites ça. On est marre. Voilà la Grande Vadrouille, indémodable. Dans votre livre, Jean-François Sirinelli, vous parlez de revanche du beauf. Oui. Dites-nous. Nous en parlions à l'instant, à bien des égards. Dans ma bouche, le beauf n'est pas un terme péjoratif. Je l'emploie puisque, effectivement, quelqu'un comme Cabu, et Dieu sait si j'avais du respect, de l'admiration pour Cabu, l'a employé pour croquer un personnage qui a évolué d'ailleurs sociologiquement. Au début, c'est la France populaire, et donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dédain. Après, au fil des décennies, le beauf devient une sorte plutôt de spécialiste du marketing, habillé différemment de la France populaire. Donc c'est une autre France que croque ensuite Cabu. Mais pour revenir à votre question, oui, quand on regarde un film comme Camping, incontestablement, ou Bienvenue chez les Ch'tis, on sent qu'il y a une volonté délibérée et au demeurant respectable de réhabiliter ces personnages. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les spectateurs ne s'y sont pas trompés et ont pris quelquefois ces films comme un miroir et ont été dans les salles. Ils sont même allés sur les lieux de tournage. Et absolument, et le camping de camping, si j'ose dire, est devenu un lieu, même si là il a souffert récemment des incidents de forêt, des incendies de forêt, il est devenu un lieu, j'allais dire presque de pèlerinage sociologique. Voilà. Si on revient aux chansons, ces chansons qui restent indémodables, les Sardou, les Johnny, les Polnareff, vous en parliez tout à l'heure, est-ce que c'est l'effet baby-boom? Alors, je pense que très largement, oui. Alors après, on pourra m'objecter que des chansons des décennies suivantes ont également traversé le temps, plus récemment. Mais c'est vrai que la génération du baby-boom, qui est la mienne, donc c'est une génération qui est la première à avoir baigné de plein pied dans l'image et dans le son, et surtout qui a été une génération qui a imposé sa culture. C'est-à-dire c'est la première génération de la culture juvénile dans la société française. Et donc, on a toute une série de vedettes. Vous évoquiez Michel Sardou, qui datent de cette époque et qui sont eux-mêmes des baby-boomers. Alors, il y a eu une violente sortie de Juliette Armanet sur les lacs du Connemara de Michel Sardou. Elle disait « C'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Le côté scout, sectaire, la musique est immonde », a-t-elle déclaré, provoquant des levées de boucliers. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, défendeur de la culture populaire de ce temps qui passe? Alors, d'abord, globalement, vous avez raison de mentionner la querelle, mais elle était picrocolline. Je veux dire, on l'a vite oublié. C'est les querelles comme l'été en aime, puisque c'est une querelle paresseuse dans la torpeur de l'été. Mais en même temps, vous avez raison de l'évoquer, parce qu'elle explique, puisque vous avez rappelé un certain nombre d'invectives. Elle ajoutait que tous ces adjectifs débouchaient sur une chanson de droite. Or, ce qui est très étonnant, c'est que Michel Sardou n'a jamais caché que l'un dans l'autre, il se considérait plutôt comme de droite plutôt que de gauche. Bien plus, il y a eu des chansons de sa part qui étaient connotées politiquement, mais celle-là, pas du tout.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est d'une certaine façon une fausse querelle qui a duré le temps d'un été ou même pas, le temps d'une semaine estivale. Et puis c'est une chanson qu'on retrouve dans les sorties de bal, les mariages. Ah, absolument. Alors là, nous parlions tout à l'heure de chansons populaires. Incontestablement, vous la trouvez. Il y a quand même deux lieux qui sont intéressants pour l'historien ou le sociologue. Il y a, vous le disiez, le mariage ou le bal. Et notamment le mariage avec la bande enregistrée. Il n'y a pas d'orchestre, donc il y a la bande enregistrée. Et donc il y a un certain nombre de chansons qu'on retrouve, quel que soit le milieu. Et maintenant, la salle de karaoké. Et dans les deux cas, le lac du Connemara est en majesté dans les deux types, j'allais dire, de cérémonies. En tout cas, on va dire de réunions. Direz-vous que ces films et ces chansons qui ont permis finalement de constituer, on peut le dire, une culture commune, elles ont permis, oui, de constituer une culture commune partagée par le plus grand nombre? Alors, oui, on en parlait tout à l'heure. La réponse est oui, d'ailleurs. Souvent, on qualifie cette culture commune de culture de masse, donc massive, donc effectivement partagée pour le plus grand nombre. À une remarque près, c'est que, et ça n'est qu'en apparence un paradoxe, et là j'insiste, et tous les sociologues, tous les spécialistes de la communication sont d'accord sur ce point, plus une culture est massive, plus en fait elle fragmente. Pourquoi ? Parce qu'il y a une démultiplication des formes de réception de l'image et du son. Et nous parlons depuis une vingtaine de minutes d'une vaste chambre d'écho qui a été dans le fond la chanson populaire. Il se trouve qu'actuellement, on va dire depuis une dizaine d'années, et bien évidemment Internet accélère le processus, nous avons non pas une chambre d'écho, mais une multitude de cellules d'écho. C'est-à-dire que quelquefois on s'enferme dans sa propre chambre d'écho où on n'écoute que ceux qui aiment les mêmes échos que vous. Donc vous le voyez, incontestablement, des vecteurs culturels toujours massifs, mais par une sorte de mécanisme à effet pervers, en quelque sorte, une fragmentation de la culture populaire. Et Jean-François Sirinelli, l'impact d'Internet dans tout ça, un bouleversement ? Énorme. Pour un historien spécialiste d'histoire culturelle, ce qui est important, c'est une lapalissade de le rappeler, c'est le vecteur culturel. Une culture n'existe que quand elle est transportée, quand elle est transmise. Et donc, notre histoire culturelle est rythmée par les changements de vecteurs culturels. Et il y a eu, à la fin du XVe siècle, l'imprimerie qui a changé tout, y compris à moyen terme l'apparition des Lumières, donc qui a changé même notre horizon idéologique. Et ben de même, si vous voulez, je pense que Internet, pour le meilleur ou pour le pire, car ensuite, bien évidemment, il faudra en discuter, est un moment, une étape de notre histoire culturelle, pas simplement française, universelle, mondiale, une étape essentielle. Nous changeons de monde actuellement. Là encore, pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon, et probablement on peut voir des deux côtés. Jean-François Sirinelli, vous êtes également spécialiste de la Ve République et des mutations socio-culturelles de la France contemporaine. Vous confiez que la Ve République se trouve actuellement dans une phase très particulière, et je voudrais qu'on rattache ces deux sujets avec le temps qui passe, la France qui change. Que pouvez-vous en dire avec notamment un président jeune qui est arrivé ? Alors, vous avez raison d'évoquer cette question parce qu'elle est essentielle et elle est d'actualité. Je m'explique, pas simplement parce que nous avons un président jeune, mais on est passé inaperçu à l'automne dernier un phénomène qui est essentiel. La Ve République a battu le record de longévité des républiques dans notre histoire française, puisque jusque-là, c'était la Troisième République qui avait dû durer de 1875, le moment de ces lois constitutionnelles, à 1940. Donc, vous le voyez, pendant 65 ans, et à l'octobre dernier, nous avons dépassé le cap des 65 ans. Donc, apparemment, cette République, elle est championne, non pas du monde, mais elle est championne de France de la longévité. Pour autant, vous le disiez vous-même, les observateurs, qu'ils lui soient favorables ou pas, s'interrogent sur sa santé. Et incontestablement, on peut faire une réponse nuancée. Première réponse, ce régime a permis d'affronter des crises, a permis des renouvellements, a permis, vous le disiez à l'instant, par exemple, à une nouvelle génération d'arriver plus directement
au pouvoir, là aussi pour le meilleur ou pour le pire. Ensuite, c'est une question d'appréciation politique. Mais en même temps, la France qui change, vous le rappelez, c'est notamment le changement d'horizon socio-économique. Cette Ve République, elle est née au cœur des 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'elle est fille de la prospérité et en même temps mère de cette prospérité puisqu'elle l'a entretenue. Sauf qu'elle est confrontée maintenant à une situation dégradée. Et de surcroît, nous sommes dans un monde de la globalisation. Et donc se pose à elle, comme d'ailleurs aux autres démocraties libérales, la question, quel est le destin d'un État-nation dans un monde globalisé? Et là, nous sommes au cœur, de même que vous le disiez tout à l'heure, à juste titre, Internet ouvre un âge historique nouveau, de même, si vous voulez, dans un monde globalisé, même s'il il est fragmenté, en même temps, on le voit actuellement à l'occasion de ce qui se passe en Ukraine ou au Proche-Orient, mais en même temps, incontestablement, vous le voyez, nous sommes dans une phase nouvelle pour ce qu'il en est du destin de la démocratie libérale et notamment de la Ve République. Est-ce que la culture de masse dont on parlait il y a quelques instants a changé l'identité culturelle de la France, en somme? Ah oui, incontestablement. C'est d'ailleurs une question. Est-ce que cette culture de masse n'a pas submergé d'une certaine façon une culture patrimoniale où on trouvait notamment la littérature, la philosophie, les sciences sociales? Je faisais allusion au débat des années 60 et 70 sur la France de Guy Lux. Incontestablement, il y a toujours eu de la part des milieux culturels, là aussi à tort ou à raison, chacun peut en juger, une sorte de réticence, d'interrogation. Est-ce que la culture de masse ne débouche pas sur une forme culturelle altérée, voire dévoyée? On va le voir réapparaître aussi dans les années 80, où un jeune intellectuel, qui est maintenant moins jeune, qui est Alain Finkielkraut, écrit un livre qui s'appelle la défaite de la pensée. Dans la défaite de la pensée, il dit, attention, le tout se vaut culturel, c'est-à-dire que toutes les formes d'expression culturelle se vaudraient, est une forme, l'un dans l'autre, de dévoiement de la culture, parce que la culture se dissout. C'est une question, elle a sa noblesse. Incontestablement, actuellement, les formes d'expression dites nobles, patrimoniales, ont du mal à rester visibles, à rester audibles dans un monde de plus en plus submergé par les cultures de masse. Dernière question, puisque le temps file. La France qui change. Quel changement? Alors, la France qui change. Vous avez commencé tout à l'heure notre entretien par une telle expression. Qu'est-ce qui change? J'allais dire tout. Je disais tout à l'heure, je déclinais une identité générationnelle en disant je suis un baby boomer. Les baby boomers, c'est pas un titre de noblesse de dire je suis un baby boomer, mais ils ont vu dans leur vie, comme d'ailleurs avant eux leurs parents, dont beaucoup sont encore vivants, ils ont vu changer en temps réel cette France qui n'a plus grand rapport. Même moi, dans mon métier de professeur, entre le moment en 1973 où j'entre pour la première fois dans une salle de cours et aujourd'hui, l'état, par exemple, de l'école a changé du tout au tout. Merci Jean-François Sirinelli. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, spécialiste d'histoire politique culturelle, et vous publiez chez Odile Jacob ce formidable ouvrage, La France, le temps qui passe, la France qui change, écho du monde d'avant. Merci d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. Merci à vous.